temps. Jusqu'où faut-il aller? À quel point faut-il s'acharner et rester? Est-ce que certaines zones de Mont-de-Martine ne devraient pas tout simplement être décrétées inhabitables aujourd'hui? Ce n'est pas tabou, nous avait dit le ministre de la Transition écologique sur BFM TV dès le mois de novembre. Alors comment ça se passe? On va voir ça tout de suite avec Fanny Wegscheider. Fanny, plusieurs dispositions en fait existent déjà et sont utilisées. Oui, en effet, selon la gravité de la situation à long terme, il y a plusieurs choix possibles pour les autorités. Elles peuvent, par exemple, décider, tout simplement, de classer la zone concernée en zone inhabitable. C'était ce qu'évoquait le ministre Christophe Béchu. Par exemple, l'avantage déjà, c'est que ça ne coûte rien à la collectivité. Ça permet de protéger la population sur le long terme dans les zones les plus exposées. Et il y a deux choix. Ça peut se faire au niveau local sur le PLU, le plan local d'urbanisme. Et là, ce sont les collectivités territoriales qui décident de classer, par exemple, la zone inondée en zone agricole ou en zone naturelle, donc plus habitable. Il peut également s'agir de changer le PPRI, c'est-à-dire le plan de prévention des risques d'inondation. Là, c'est l'État qui décide à ce moment-là de classer cette zone en zone inconstructible. Même finalité, donc plus de domiciles qui sont constructibles. Mais si la zone est déjà habitée, là, la vente est autorisée à condition que le notaire précise aux futurs acquéreurs qu'ils vont acquérir un bien qui est posé sur un terrain inondable, en zone inconstructible. Si maintenant le risque est jugé trop fort, que l'urgence est trop grave, l'État, les collectivités territoriales peuvent décider deux choses. Dans un premier temps, d'acquérir à l'amiable le bien de ces habitants, de ces populations, donc de le racheter pour ensuite le démolir. C'est ce qui s'est passé notamment dans les Alpes-Maritimes en fin d'année à Mandelieu-la-Napoule, où 7 villas qui étaient situées en zone rouge inondable ont dû être détruites. Ça a coûté 4,5 millions à la collectivité. Il y a aussi l'opportunité de l'expropriation. Là, l'État, ça lui coûte également cher, peut décider carrément donc d'exproprier les personnes sur la base d'un dossier qui expose les motifs de cette expropriation. Ensuite, l'État propose une indemnisation aux habitants qu'ils peuvent refuser ou qu'ils peuvent accepter. S'ils acceptent, ensuite il y a des modalités d'indemnisation qui doivent être définies. Donc c'est une procédure très longue, tout ça. C'est le cas de ce qui s'est passé après la tempête Xynthia en 2010, où en Charente-Maritime et en Vendée, plusieurs milliers, 1393 habitations ont été classées en zone noire, exposées à un risque de mort et qui donc ont été expropriées. Les maisons ont ensuite été détruites. Ça a coûté 175 millions d'euros en Vendée et 142 millions en Charente-Maritime. Tout ça, c'est financé à travers ce qu'on appelle le fonds Barnier, un fonds de prévention des risques naturels majeurs créé en 1995. Il est doté d'environ 200 millions d'euros chaque année et permet notamment de protéger les biens et les personnes. Et aujourd'hui, Fanny, quels sont les territoires les plus exposés ? Alors il y en a plusieurs. En tout cas, le ministre de l'écologie estimait en 2015 que près de 17 millions d'habitations étaient concernées sur ces zones. Regardez, vous le voyez, plus c'est rouge, plus il y a d'arrêtés pour raison d'inondation qui ont été déclarés. Et vous le voyez, ça concerne majoritairement le nord et le nord-est de la France métropolitaine, avec le Pas-de-Calais et la Haute-Saône qui ont environ 4000 arrêtés depuis 1982, depuis ce décompte. Il y a également le sud-ouest de la France métropolitaine avec la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques ou encore l'Aude qui sont concernés avec plus de 3000 arrêtés également sur la même période. Et puis également, vous le voyez, la vallée et le long du Rhône qui sont concernés.